Est-ce que vous saviez que les absences à l'école peuvent aider à prédire les futurs problèmes de santé mentale? Pour nous aider à discuter sur le sujet, je vais vous présenter un papier de Sophie Epstein et collègues sorti en juillet 2026. Avant de parler de cette publication, je voudrais faire un petit détour par cette question. Comment évaluer rapidement la santé mentale des gens, en particulier des jeunes? Bien sûr, ce n'est pas une question avec une réponse unique. Il existe en effet plusieurs manières validées scientifiquement que les chercheurs peuvent utiliser pour évaluer la santé mentale de leur sujet. Dans la recherche que nous allons parcourir, les auteurs vont utiliser le SDQ questionnaire, ce qui est l'acronyme anglais de Questionnaire sur les forces et les difficultés. Ce questionnaire va poser 25 questions qui ont pour but de faire un dépistage comportemental, en attribuant un score à chaque individu. Ce test ne parle donc pas d'une dimension de santé mentale en particulier, mais plutôt d'une combinaison de facteurs mis ensemble. Bon, comme ce questionnaire a 25 questions, ce serait un peu long de le présenter ici en entier, surtout que c'est un questionnaire qui a plein de versions différentes. Mais comme je suis sympa, je vais quand même vous donner 2 exemples de questions de la version française pour les 11-17 ans, pour que vous compreniez un peu l'idée. Premier exemple, en général, les gens de mon âge m'aiment bien. Ou, deuxième exemple, je me fais beaucoup de soucis. À ce genre de questions, les ados peuvent cocher 3 types de réponses. Pas vrai, un peu vrai ou très vrai. Notez que je vous ai présenté ici la version auto-rapportée du questionnaire, c'est-à-dire que les questionnaires répondent sur eux-mêmes. C'est la version qui sera utilisée par les auteurs de la publication dont on va discuter. Notez également que ce questionnaire n'est pas un test diagnostique, il n'est pas utilisé par des médecins. C'est plutôt un test qu'utilisent les chercheurs pour identifier de manière approximative la santé mentale d'une population en général. Pour les curieux, et pour éviter de saouler tout le monde avec trop de détails, j'ai fait une petite capsule qui approfondit cet outil en particulier, parce que je trouve son fonctionnement assez intéressant. Rassurez-vous, aller voir cette vidéo n'est pas nécessaire pour comprendre la suite. Maintenant que les bases sont posées, nous pouvons commencer la lecture de l'article. Dans la littérature scientifique, les problèmes de santé mentale, comme la dépression ou l'anxiété, sont souvent associés avec plus d'absence à l'école. Cependant, la plupart des études font une association directe, c'est-à-dire qu'elles regardent les adolescents qui sont le plus souvent absents et qu'elles observent également qu'ils ont le plus souvent des problèmes de santé mentale. Les auteurs de l'article font une étude qui va un pas plus loin. Le but de l'étude va être d'aller investiguer plus profondément ce lien entre absence à l'école et santé mentale. Ben oui, parce que le sujet soulève 2 questions différentes. Premièrement, est-ce que ce sont les problèmes de santé mentale qui causent les absences? Ou est-ce que c'est parce que les ados sont absents qu'ils ont des problèmes de santé mentale? Et bien sûr, les 2 questions à la fois. Pour pouvoir distinguer ces 2 questions, l'idée ça va être d'aller décaler dans le temps les observations. Est-ce qu'avoir beaucoup d'absence quand on a 14-15 ans, c'est associé à une moins bonne santé mentale quand on atteint 16-17 ans? Avec cette manière de penser le problème, on élimine l'association inverse, puisqu'il serait bizarre de considérer que des problèmes de santé mentale à 16-17 ans causent rétroactivement des absences dans le passé, c'est-à-dire à 14-15 ans. L'étude se déroule en Angleterre. Pour le département de l'éducation de ce pays, une absence de plus de 10% des jours de cours est considérée comme une absence persistante. Au fil de mes lectures, j'ai découvert qu'autour de l'autrice de l'article, il y a toute une constellation de recherches sur le sujet de la santé mentale chez les adolescents. Le travail que je présenterai dans la suite contient les derniers développements de ces travaux, mais sachez que je n'ai pas pu avoir accès à tout ce qui a été fait sur le sujet, certains des articles étant encore eux-mêmes en soumission, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas encore publiés. Je ne sais donc pas ce qu'ils contiennent au moment du tournage de cette vidéo. Comme je l'ai déjà mentionné, cette étude s'est déroulée en Angleterre. L'échantillon d'adolescents étudiés contient environ 8500 ados vivant à Londres. C'est une étude rétrospective, ce qui veut dire que les données ont déjà été collectées pour un autre but ou une autre recherche. Les données sont donc en quelque sorte de seconde main. Souvent, cela veut dire que les données ne peuvent pas contenir toutes les informations que souhaiteraient avoir les chercheurs s'ils avaient eu la possibilité de faire la collecte de données eux-mêmes. L'analyse suit des ados nés entre 2000 et 2002 dans le temps. Premièrement, elle va regarder leur parcours scolaire pendant leurs 14-15 ans. Puis, dans un deuxième temps, elle va mettre en rapport cette information avec les problèmes de santé mentale reportés par les mêmes ados 2 ans plus tard, lors de leurs 16-17 ans. En ligne directe avec le département anglais de l'éducation, les auteurs vont considérer les absences persistantes comme étant 10% des demi-journées de cours dispensées pendant le premier semestre. C'est-à-dire que si les ados ont dépassé ce quota de 10%, alors ils sont considérés comme souvent absents. Pour éviter d'ajouter des inconsistances dans les données, les auteurs n'utilisent que le premier semestre pour identifier les absences. Le second semestre étant souvent considéré comme atypique, avec les examens et les abandons d'études et ce genre de choses. Il y a 2 critères pour être inclus dans l'étude. Premièrement, il faut que les participants aient répondu au questionnaire à l'âge de 16-17 ans.
Ça c'est logique, sinon on n'a pas l'information sur la santé mentale. Deuxièmement, il faut que les participants aient résidé en Angleterre durant toute la période de l'étude. Pour terminer, les informations concernant la santé mentale ont été collectées avec le questionnaire SDQ, celui dont je vous ai parlé en introduction. Quelques observations pour commencer. Les absences sont plus élevées parmi les adolescents qui ont été précédemment exclus de l'école. Les absences sont plus élevées parmi les adolescents qui ont plus de problèmes de santé mentale à la base, c'est-à-dire depuis très jeunes. 10,9% des filles et 10,4% des garçons ont raté plus de 10% des sessions de cours, ce qui veut dire que les filles sont légèrement plus en situation d'absence persistante que les garçons. Plus de 18% des adolescents qui ont des problèmes de santé mentale à 16-17 ans étaient en situation d'absence persistante à 14-15 ans. Avec le modèle statistique utilisé, les auteurs sont capables d'obtenir une association quantifiable. En l'occurrence, si les ados étaient en absence persistante à 14-15 ans, ils ont 44% de plus de risque d'avoir des problèmes de santé mentale à 16-17 ans si ce sont des filles, et 49% de plus si ce sont des garçons. Pour des raisons de rigueur, les analyses ont été répétées sur les adolescents n'ayant pas de problèmes mentaux reportés au début de la collecte, ce qui atténue légèrement l'association trouvée, mais ne la réduit pas complètement. Autre analyse. Pour chaque année supplémentaire d'absence persistante entre les années scolaires 2012-13 et 2015-16, le risque de problèmes de santé mentale dans le futur augmente de 38% pour les filles et de 35% pour les garçons. Déjà, les auteurs attirent notre attention sur un fait important. Les effets discutés sont des observations au niveau de la population en général. Il est évident que certains jeunes qui sont absents ne développent pas de problèmes de santé mentale et inversement. Les auteurs discutent de leurs résultats en les comparant avec ce qui est déjà connu sur la santé mentale des adolescents en Angleterre. Pour rappel, cette étude trouve que 18% des adolescents en absence persistante à 14-15 ans reportent des problèmes de santé mentale à 16-17 ans. À titre de comparaison, dans la population générale, 40% des ados reportent avoir besoin d'être suivis par un psy. Les auteurs pensent que leur critère d'identification de santé mentale est plus strict, ce qui explique leur plus faible pourcentage. Pour comprendre, dans cette étude, les problèmes de santé mentale sont rapportés par les jeunes eux-mêmes, ce qui peut être connecté à une sous-identification des cas cliniques. Les auteurs pensent que leurs résultats sont importants, car ils pourraient justifier la mise en place de politiques d'identification précoce des troubles mentaux dans la population générale en utilisant l'historique de participation scolaire comme facteur de risque de développement de troubles mentaux. Attention, il serait stupide de considérer que ce sont les absences en elles-mêmes qui soient liées aux problèmes de santé mentale. Par exemple, il n'est pas du tout garanti que réduire les absences à l'école ait un effet de réduction sur les troubles mentaux. Cependant, les absences pourraient être considérées comme des marqueurs de situations personnelles complexes qui, elles, par contre, seraient potentiellement liées à de futurs problèmes de santé mentale. L'étude démontre une relation que l'on appelle longitudinale entre absence et santé mentale. Ça veut dire qu'il existe une relation temporelle entre absence et santé mentale future. Cette relation-là n'a que peu été investiguée jusqu'à présent dans la littérature. Une autre force de cette étude, je ne vous en ai pas parlé mais je le mentionne ici, c'est qu'elle tient aussi compte de facteurs confondants bien connus de la littérature. On peut donc considérer les résultats comme robustes. Premièrement, les exclusions scolaires ne comptent pas comme journées d'absence. En fait, il n'est pas possible pour les auteurs de connaître le nombre de jours d'exclusion. Le hic, c'est que ça biaise potentiellement les résultats, puisque les élèves souvent exclus ne voient pas ces jours comptés comme absence par les auteurs. Deuxièmement, cette étude ne considère pas les états de genre non binaires, ce qui fait que certains adolescents ont peut-être été mal classés. Troisièmement, cette étude parle d'une sous-population spécifique d'adolescents, celle qui va à l'école publique. Elle ne parle pas des adolescents qui font l'école à la maison, ni de ceux qui sont en école privée. Elle ne parle pas non plus des adolescents qui sont sortis du système scolaire. Enfin, bien que cette étude soit longitudinale, elle capture un effet en un seul point, entre 2010 et 2012, et ne capture pas les changements temporels potentiels de cette association. Par exemple, il est connu dans la littérature que les niveaux d'absence à l'école sont plus élevés aujourd'hui, depuis la pandémie de Covid-19. Il est donc possible que la situation ait changé depuis ces observations. Cette vidéo touche bientôt à sa fin, un grand merci de votre attention. Je vous rappelle que je ne détiens pas la vérité absolue et que je peux faire des erreurs. Il n'est toujours pas interdit d'aller lire les articles vous-même. Je tiens également à rappeler que j'ai fait une capsule supplémentaire qui parle juste du questionnaire utilisé dans cette étude. Allez la voir si vous êtes curieux. J'ai fait ce choix pour éviter de surcharger la vidéo avec des détails techniques. Encore merci et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente.